Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur les Balkans. Nous allons commencer cette vidéo tout de suite par la période ottomane. Nous allons revenir au début du 19e siècle. J'ai décidé de commencer à partir de cette période parce qu'il me semble que c'est celle qui est la plus intéressante pour le sujet. Donc, on peut voir que lors de la période ottomane, les Balkans, qui sont à peu près 7 régions, étaient totalement occupés par l'Empire ottoman, avec juste 7 petites régions au bout de l'actuelle Moldavie, Hongrie et Roumanie. Donc, ce petit bout qui était un peu indépendant. Sinon, vraiment, tout était ottoman. Mais cela ne va pas durer car il va y avoir de premières révolutions, déjà sur le territoire, mais surtout il va y avoir la Révolution française et Napoléon qui va s'étendre notamment jusqu'en Italie, jusqu'en Prusse, euh, et qui va faire la guerre à l'Autriche. Et ça va exporter les idées de la Révolution française, certaines qu'il va notamment garder. Il va bien sûr passer sur sa voie de la Révolution, mais d'autres qu'il va garder. Et donc, ça va créer vraiment l'essor du nationalisme. Donc, il va y avoir le nationalisme italien, qui peut être assez connu, mais le même effet va avoir lieu dans la zone des Balkans, et dans quasiment toutes les zones aussi, parce que l'Allemagne on va dire qu'elle a été créée par Napoléon, mais Napoléon l'a aidé, mais tout comme la Pologne aussi, qui avait déjà un sentiment nationaliste, mais qui va être aidé par Napoléon. Donc voilà, les conquêtes de Napoléon apportent des sentiments nationalistes qui vont mettre à mal les grands empires. Surtout que l'Empire ottoman a vraiment du mal en- dans ce 19e siècle. Euh, Ils vont notamment se faire attaquer par plusieurs pays qui espèrent avoir des colonies que l'Empire ottoman possède notamment en Afrique du Nord. Donc voilà, ça ne va pas trop bien. Et que ce soit les Grecs, donc dans toute cette zone-là, mais aussi les Serbes, qui sont répartis un peu partout par ici, les Roumains, plus dans cette région-là, ou encore les Bulgares, alors les Roumains, pardon, ils étaient, voilà, ça c'est plutôt les Bulgares, et les Roumains, on va les trouver plus au nord, par ici. Donc c'est les principaux peuples qui vont avoir ce sentiment nationaliste. On va trouver ici la Monténégro, qui était déjà un peu indépendant. Et donc ça va de plus en plus fragiliser cet empire qui va faire face, voilà, à de très nombreuses révolutions et attaques. Et en 77, après une guerre face à l'empire russe, ils vont, et des guerres aussi contre l'Angleterre et la France, la Serbie va devenir indépendante. Euh, et le reste va être pris par l'Autriche-Hongrie, qui va prendre aussi d'ailleurs une partie de ce territoire. L'Autriche-Hongrie voilà, va s'agrandir très largement, même un peu plus vers le sud, voilà. La Serbie, elle, donc, va devenir indépendante, petit État serbe. Et puis on va avoir ensuite la Grèce aussi qui va avoir son indépendance. Et le petit État du Monténégro ici qui va devenir lui aussi indépendant. Non, pardon, ça sera plus tard, j'ai confondu. Le Monténégro va être rattaché entre l'Autriche et la Serbie, c'est plutôt un peu plus au sud. Là, l'Albanie qui va rester un bout de l'Empire ottoman. Alors plus ou moins rattaché à l'Empire ottoman, c'est pas exactement l'Empire ottoman, mais c'est là que vivent notamment toutes les populations musulmanes.
Pourquoi je vous en parle? Parce que en fait, lorsque l'Empire ottoman va s'installer dans cette région, donc toute cette région, elle est surtout... Alors ils vont aller même un peu plus haut, parce qu'il va y avoir certaines batailles par ici, plus tôt, et après ils vont perdre du terrain. Mais toute cette région, à la base, elle est chrétienne orthodoxe, il y a quelques catholiques aussi. Et l'Empire ottoman, qui est lui musulman, va y apporter l'islam. Mais en fait, tous les peuples vont pouvoir payer pour ne pas se convertir. Sauf que les populations les plus euh, qui ont le plus de mal économiquement, qui se situent surtout sur cette zone, vont se convertir pour ne pas avoir à payer l'impôt. Et il va y avoir aussi de jeunes Slaves, donc vraiment des habitants de cette région, qui vont être enlevés parce qu'ils vont être repérés comme forts physiquement et qui vont être mis dans des écoles spéciales pour devenir où ils vont apprendre les préceptes de l'islam et où ils vont devenir des combattants d'élite. Il va y avoir donc plusieurs guerres. Je vous mets une petite carte quand même pour que vous voyez donc les peuples à peu près. Donc bon, je recolorie juste la zone. Donc il y en a en Albanie, mais il y en a aussi dans cette zone des musulmans qui sont donc soit des populations, alors qui sont arrivés d'Empire ottoman, il y en a quelques-uns, des marchands, mais c'est pas ce qu'il y a eu le plus. Mais on retrouve aussi donc une fois que les combattants n'étaient plus assez, étaient trop vieux, s'ils avaient réussi à survivre, ils se seraient installés sur leur terre, mais ils se seraient réinstallés, mais ils étaient musulmans. Et puis tous ceux qui sont convertis par manque d'argent, et donc ils vont occuper ces terres, et ils vont surtout être vus comme des traîtres par les autres Slaves. Euh, Là, donc c'est après les différentes annexions, après les deux guerres, parce que là j'étais juste à la première guerre des Balkans, mais il va y avoir deux guerres, ça va s'arrêter en 1913, les différentes guerres des Balkans, et donc on va voir naître le royaume de Bulgarie, la Roumanie, l'Autriche-Hongrie qui va venir jusqu'ici, le Monténégro qui va finalement naître, comme je vous l'ai dit, l'Albanie qui reste plus ou moins rattachée, alors là vous voyez marqué Turquie, mais c'est l'Empire ottoman, pas confondre, la Grèce, et il va y avoir un attentat en 1914, un attentat à Sarajevo, ici. Un Serbe, parce qu'il y avait des populations serbes ici aussi, comme je vous l'ai montré dans la carte précédente. Ça va jusque là, les Serbes et les Croates. Et donc un Serbe assassine l'héritier au trône d'Autriche-Hongrie. L'Autriche-Hongrie veut que des troupes viennent observer et mener une enquête en Serbie. La Serbie refuse catégoriquement. Elle, déjà, elle soutient tous ces rebelles qui sont dans ces zones parce qu'elle espère reprendre ces zones. Et puis, elle ne veut pas de l'Autriche-Hongrie, son ennemi juré sur le territoire. Parce que l'Autriche-Hongrie cherche à prendre ces différentes zones. L'Autriche-Hongrie, quant à ce refus et suite à l'assassinat de l'héritier au trône, déclare la guerre à la Serbie. La Serbie demande l'aide de la Russie déclare la guerre à l'Autriche-Hongrie. L'Allemagne, pour aider, déclare la guerre à la Russie. La France et le Royaume-Uni, pour ne pas être pris de court, déclarent la guerre à l'Autriche-Hongrie. C'est le début de la Première Guerre mondiale. Alors la Première Guerre mondiale, on va avoir aussi les Ottomans qui vont rejoindre les rangs de l'Allemagne et de l'Italie, la Triple Entente. Et la Bulgarie, qui ne va pas vraiment faire partie de la Triple Entente, mais qui en fait va vouloir attaquer la Roumanie notamment et la Grèce, va vouloir récupérer de ces territoires, et donc va être affiliée à la Triple Entente. Au final, l'Empire ottoman va perdre, il va être détruit, la Turquie va apparaître, la Grèce va pouvoir reprendre des territoires, et la Roumanie aussi, parce que la Bulgarie va donc être amputée de ses territoires. L'Autriche-Hongrie est démantelée, et
cela va nous donner la Yougoslavie, ici. Donc on a l'Autriche, la Hongrie, bon alors là, non pardon, on voit que la Tchécoslovaquie est là, donc c'est bien une carte de l'époque. C'est juste que les frontières de la Hongrie m'ont troublé, pour tout vous dire. Les frontières de la Hongrie ainsi que celles de l'Autriche m'ont troublé. Il me semblait qu'elles étaient un peu moins ressemblantes à celles d'aujourd'hui. Donc, je reviens, la Yougoslavie est créée, la Roumanie est très agrandie sur le territoire russe, mais aussi sur le territoire bulgare. L'Albanie est créée, enfin elle n'est pas créée, elle existait déjà, mais elle est totalement indépendante de la Turquie maintenant, plus l'Empire ottoman. Et la Grèce a donc récupéré, comme on le voit, des territoires par ici. Donc la Yougoslavie, ça va être un, un territoire qui va être plutôt neutre en fait dans les relations diplomatiques, même si elle va être entourée quand même d'un dictateur roumain, hongrois, de l'Allemagne qui a envahi cette partie de la Tchécoslovaquie, qui a envahi l'Autriche dirigée par Hitler, et de l'Italie dirigée par Mussolini. Euh, Sans oublier quand même s'ils sont neutres, ils ont signé un pacte à l'époque avec l'Allemagne nazie et ont envahi la moitié de la Pologne, Staline et l'URSS. Donc oui, la Yougoslavie se dit neutre pour éviter d'avoir des problèmes. Mais il va y avoir différentes tensions au sein du pays qui vont mener le chef de l'État à faire partie de l'Axe finalement. Il va y avoir très rapidement un coup d'État qui va être organisé. Il y avait déjà de grandes tensions. Le dictateur en place, donc il s'attribuait les pleins pouvoirs avant de rentrer dans l'Axe, il va être renversé. Et suite à ça, va se mettre en place un gouvernement qui se veut démocratique et plus proche du Royaume-Uni et de la France notamment. Mais il va vite être envahi par l'Allemagne nazie, un peu supportée par l'Italie. L'Italie qui, elle, espère surtout récupérer l'Albanie et la Grèce, mais qui peut passer par des territoires yougoslaves. Au final, l'Italie va avoir, mais comme dans toute la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de mal dans ses propres opérations, au final, les propres opérations qu'elle voulait faire. Et donc c'est l'Allemagne qui va surtout aider avec voilà, des contingents roumains et hongrois en supplétif, comme durant toute la Seconde Guerre mondiale. On ne sort pas du schéma classique qu'on peut retrouver sur tout le front de l'Est. Bon, à la libération, ce territoire renaît, ce territoire de la Yougoslavie. Et si on se penche un peu plus sur la région, euh, les Américains vont réussir à garder le contrôle sur la Grèce et la Turquie. La Turquie étant restée en neutre, ils avaient juste à éviter que que les communistes ne s'imposent, que ce soit par les armes ou par les élections. Par la Grèce, il va y avoir une tentative de coup d'État de la part des groupes communistes, parce que bah, comme on a pu connaître en France, en fait, il y avait une multitude de mouvements de résistance qui s'étaient plus ou moins alliés, mais la Grèce n'avait pas de figure charismatique comme De Gaulle, et n'a pas eu de suite d'armée libératrice qui va s'installer, et donc il va y avoir une vraie guerre civile opposant des groupes ultranationalistes, communistes, plus démocratiques, qui se sont tous armés et chacun s'est fait passer entre guillemets l'armement pour pouvoir lutter contre le régime nazi. Mais à cette époque-là, il n'y a plus d'entente. Ce sont les plus conservateurs qui vont gagner le pouvoir, réduisant les partis démocrates ainsi que les partis communistes, enfin les détruisant totalement. Et c'est le groupe des colonels qui va diriger le pays. Donc c'est l'armée. Va rester aussi en place l'Albanie ainsi que la Yougoslavie. Enfin, vont rester en place, ils vont être remis. Chacun des deux va entrer dans la sphère d'influence de l'URSS. L'URSS qui va donc imposer un régime communiste, mais étant coupé
du reste des régimes, des grands régimes communistes, ils vont pouvoir faire le choix d'une non d'une non-alignation sur le plan géopolitique. Alors, même si chacun a sa politique différente, l'Albanie, elle, va être très fermée, ressembler à l'URSS ou à la Corée du Nord, par exemple, là où finalement, elle a beau être communiste, dirigée d'une main de fer par Tito, le dictateur, la Yougoslavie, elle, va quand même essayer de s'ouvrir un peu. Quoi qu'il en soit, les deux vont faire partie des conférences des neutres et vont s'aligner plus tard sur les décisions de Mao et de la Chine, en étant à la fois hostiles aux Américains, tout en voulant bien faire un pas en avant, mais surtout en étant très hostile à l'URSS, qui essaye de mettre, en fait, qui a mis en place des régimes communistes un peu partout et qui espérait mettre la main dessus. Et les différents dictateurs ne veulent pas être des sous-fifres des dictateurs de l'URSS. Donc, voici ce qu'on pouvait dire à peu près de toute la guerre froide, c'est une neutralité et un régime communiste. Mais vont apparaître lors de la fragilisation des, de l'URSS, même si normalement ils sont indépendants, en fait, ils vont subir à peu près la même chose, les mêmes événements. Et en 91, la Slovénie ainsi que la Croatie et la Macédoine déclarent leur indépendance. Pas de problème pour la Macédoine. Cependant, des premiers combats vont avoir lieu en Croatie, puis en Slovénie. La Slovénie, ça va être assez rapide, c'est-à-dire que c'est des troupes qui vont être envoyées de Croatie en Slovénie pendant 10 jours. Sauf que les Slovènes ayant pris totalement le contrôle du pays, et étant donné qu'ils s'attendaient à ce genre d'attaque du fait que la Croatie était déjà attaquée, ils vont vite pouvoir prendre leur indépendance. Donc la Yougoslavie perd la Slovénie au bout d'une guerre de 10 jours, durant laquelle la Slovénie sera ensuite, à la fin, reconnue par tous les États. Pour la Croatie, ça va être plus long. Et la Bosnie va ensuite rentrer en jeu aussi, lorsque la Bosnie va, va demander à être indépendante. Ça va se finir en 92 pour la Croatie. Donc les troupes serbes, ainsi que la plupart des Serbes, vont quitter la Croatie pour revenir dans les autres zones, même s'il va rester des Serbes après. Ça va être plus long, beaucoup plus long pour la Bosnie. Alors au début, donc ils étaient ensemble contre les troupes serbes qui les dominaient, parce qu'en fait c'est surtout les Serbes qui ont dominé toute la Yougoslavie. Les Serbes en alliance avec les Monténégrins, je précise. Et au final, la Bosnie, il va y avoir quelques groupes qui vont vouloir récupérer quelques territoires par-ci par-là, plus ou moins croates. Donc des tensions vont apparaître entre 92 et 94. Mais de 94 à 95, finalement, les groupes plus ou moins terroristes bosniaques vont s'arrêter. Un accord va être mis avec la Croatie qui va notamment voir arriver de très nombreux soldats de l'OTAN. L'OTAN voulant protéger ses frontières, et l'Europe centrale était en plein milieu d'autres pays de l'OTAN, notamment la Grèce. Ils souhaitaient qu'il y ait une relation assez stable. L'OTAN, sous mandat de l'ONU, va venir protéger la Bosnie-Herzégovine. Les troupes yougoslaves de majorité ethnique serbe vont se replier. Il va y avoir de très nombreux crimes de guerre parce qu'il y a une volonté d'épuration ethnique. Donc on va avoir beaucoup d'assassinats, mais aussi une volonté en fait de faire naître des Serbes. C'est-à-dire que les Serbes étaient convaincus que si ils étaient les parents de femmes bosniaques, alors leur enfant serait forcément serbe. Alors, en fait, l'ethnie des deux pays, c'est tous les deux des Slaves. Donc, c'est surtout la religion qui changeait. Mais les hommes vont être plus abattus ou mis dans des camps, là où les femmes vont être plus mises dans des camps, mais surtout mises dans des camps pour être violées et avoir des enfants de force. C'est surtout comme ça que va avoir lieu le nettoyage ethnique,
même si ça n'empêche pas que dans certains villages, tout le monde se fasse assassiner sans distinction, mais on avait quand même un schéma qui se reproduisait la plupart du temps. En 1995, la Bosnie est libérée grâce à l'intervention donc des pays de l'OTAN et de la Croatie et va être reconnue par la communauté internationale. Euh, il va rester ensuite la question des Albanais. Alors, pas les Albanais qui sont en Albanie, parce que l'Albanie a fait sa transition du communisme à d'autres types de régimes. L'Albanie n'est pas particulièrement riche et se teste toujours au niveau politique, mais elle ne va pas poser de problème dans les Balkans, tout comme la Grèce, la Roumanie ou la Bulgarie qui vont faire tranquillement leur transition. Non, c'est les populations albanaises qui vivent dans cette région qui vont poser problème, parce qu'elles voudraient soit rejoindre l'Albanie, soit être indépendantes, ce qui ne va pas plaire aux Serbes. Euh, les Monténégrins se moquent un peu de la question, mais ils vont continuer à soutenir la Serbie, comme toujours, car c'est leur politique, euh, parce que chacun s'entraider pour pouvoir devenir plus fort. Les deux étant orthodoxes, je rappelle que les Albanais, donc même les Albanais qui vivent au Kosovo, et certains Bosniaques sont musulmans, les Croates et les Slovènes sont catholiques. Mais donc, au Kosovo, les Albanais vont demander l'indépendance. Et en 99, il va y avoir le début d'une guerre qui va nécessiter là aussi l'envoi de troupes de l'OTAN. Et en 2008, alors la guerre va prendre fin en 99. Il va y avoir des heurts, il y a toujours des heurts. Mais en 2008, le pays sera reconnu par certains pays. Et il faut savoir qu'il n'est pas reconnu par l'ONU, parce que de nombreux pays ne le reconnaissent toujours pas, notamment tous ceux qui sont alliés des Serbes. On peut penser par exemple à la Russie, qui est un grand allié des Serbes, ou tous ceux qui n'avaient pas de raison, enfin une raison au contraire de ne pas le reconnaître, comme l'Espagne, qui avait peur que cela donne des idées aux indépendantistes catalans si jamais ils ne reconnaissaient le Kosovo. Donc officiellement, l'Union européenne ne reconnaît pas l'État du Kosovo, mais reconnaît quand même que c'est une région qui a besoin d'une indépendance. Enfin, la Serbie et le Monténégro, qui forment la République de Serbie et Monténégro, une fois que la Yougoslavie est totalement détruite. Ces deux provinces vont donc se séparer en 2006 pour former deux États différents. Voilà un peu pour l'histoire. Je vous ai mis ici une carte pour vous montrer aussi la difficulté de faire des États. Donc, on voit que la Slovénie est globalement slovène, mais déjà la Croatie, il y a quelques zones avec un mix culturel et des zones toujours peuplées de Serbes. On voit pareil en Serbie, avec quelques zones peuplées de Hongrois aussi. On voit que la Bosnie est un vrai mélange, et c'est ça qui a posé un très grand problème, qui a mené à la guerre entre les Monténégrins, les Serbes, les Bosniaques musulmans. Ils sont appelés musulmans sur la carte, assez simplement. Et des zones où il y a des mix culturels, et les Croates, les Albanais et les Macédoniens. Donc voilà, on voit que finalement il y a des régions qui s'en sortent pas mal. La Macédonie, la Slovénie, qui n'ont pas eu tant de problèmes que ça. Puis des régions qui ont été moins épargnées avec la Croatie. Il y a eu une guerre, quelques crimes de guerre, moindres qu'en Bosnie, qui était totalement ravagée. Puis la question du Kosovo qui se pose encore et toujours. Donc voici une carte des Balkans aujourd'hui. Il faut savoir donc qu'il y a toujours beaucoup de forces. Alors c'est des forces certes militaires, mais plus comme des CRS qui sont postés là pour faire face aux nombreuses manifestations. Alors faut savoir, je sais pas, les amateurs de foot le sauront, la Serbie est connue pour son grand nombre de hooligans. Il faut savoir qu'ils sont pas violents que dans les stades de foot, mais aussi dans les manifestations qui sont en fait à chaque fois des tentatives de putsch. Et donc il y en a eu très récemment qui ont été menées au Kosovo, des Serbes du Kosovo qui ont mené des grandes manifestations. Et en fait le problème c'est que ça dégénère parce que généralement le lendemain
des Kosovars font une manifestation et le surlendemain, les deux font des manifestations où en fait ils finissent par se tirer dessus. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours des forces de l'OTAN qui sont plutôt en force de police, mais en force de police de contrôle des manifestations, qui sont présentes pour réguler la région. Parce que c'est toujours assez compliqué, notamment entre la Serbie et le Kosovo. Et des pays comme l'Espagne qui ne reconnaissent pas le Kosovo mettent quand même en place des forces pour essayer d'éviter ne serait-ce que des massacres. Voilà pour cette vidéo sur les Balkans, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des idées, alors comme d'habitude, des conseils, des critiques, n'hésitez pas à passer en commentaire. Des idées de thèmes pour la suite, n'hésitez pas à venir me voir. Je pense que je sais sur quoi je ferai une petite série sur le mois d'octobre-novembre, mais c'est pas pour tout de suite. Donc si déjà pour la semaine prochaine ou dans 2 semaines vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à venir. Et puis j'espère que voilà, vous continuerez à suivre mes vidéos. Euh, je vous souhaite une bonne de journée et je vous dis à très bientôt.